L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir sur Radio M Adlan Meddi. Adlan Meddi, un habitué de Radio M, notre ami du Café Presse Politique. Adlan Meddi, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi nous pour votre roman 1994, édité aux éditions Balzac. Il était déjà au Salon du Livre en novembre dernier. Nous avons pris le temps de bien le lire pour en parler avec toi. 1994, c'est l'année la plus dure de la guerre civile. On se rappelle à l'époque, moi j'étais déjà journaliste, je disais, on sortait le matin, on faisait l'appel en arrivant, il en manquait toujours un, forcément. Le choix de 1994 n'est pas anodin. Non, il n'est pas anodin, d'autant que l'autre élément qui était très important, c'est par rapport à la, on va dire, à la chronologie des personnages eux-mêmes, parce qu'ils sont dans une phase de passer au bac vers l'université, ils sont dans une phase de passer à l'adolescence, à l'âge adulte, parce qu'ils ont entre 17 et 18 ans. Ça, c'était important de prendre cette phase-là. Et de manière plus générale, à côté du fait que c'était l'explosion de la violence et de la contre-violence dont il faut en parler, c'était l'année où un gros tabou s'est cassé ici au niveau du commandement militaire, c'était armer les civils. C'était une question qui a été tranchée à peu près dans les années 93, 94 plutôt, quand il y a eu des initiatives de villages, etc., qui ont commencé, mais aussi de manière très volontariste de l'État d'incorporer les civils dans le dispositif antiterroriste. Et ça, c'est une nouveauté et c'est une nouvelle étape dans la guerre civile. 1994, c'était posé déjà la question dans le milieu urbain d'organiser le contre-terrorisme. Il y avait déjà, dès la fin des années 93-94, toutes les rumeurs autour des organisations antiterroristes clandestines. On a l'OSRA, si tu te rappelles, l'organisation secrète de la sauvegarde de la République algérienne. On avait l'OJAL, l'organisation de la jeunesse algérienne libre, qui m'a inspiré un peu pour décrire ces dynamiques internes, où il s'agissait de civils qui étaient clandestins et qui agissaient de manière aveugle pour venger les attentats terroristes. Donc, comme l'OJAL, par exemple, on lui a attribué un attentat à Boumerdès ou Al-Ghaya, où ils ont mitraillé un arrêt où il y avait des filles voilées. Et c'était une réponse à un attentat qui a eu lieu la veille. La presse, à l'époque, en avait beaucoup parlé. Il y a eu même des unes. Par exemple, la Loatan 94, je me rappelle très bien, avait ouvert sur l'OJA le soir d'Algérie. Et souvent, c'était des communiqués très vengeurs, mais qui n'étaient pas accompagnés d'une véritable action armée à l'époque. Et c'était de nouveaux acteurs d'une guerre qui était déjà pas très claire au début. Alors, je dois dire tout de suite à nos amis auditeurs, j'ai passionnément ce livre, c'est parce que il y a une capacité à restituer l'ambiance de 1994, la terreur, la violence, les passions qui nous happent. Peut-être qu'on ne rentre pas tout de suite dans cette ambiance-là parce que ça démarre par une séquence en 2004 autour d'une tombe, la mort d'un ponte des services de sécurité, Zoubeir Slami, un personnage très fort. Je vais te poser la question tout à l'heure où tu l'as cherché, mais au fur et à mesure qu'on avance, et notamment quand on revient à 1994, on est plongé dans cette ambiance-là. Quel âge tu avais ? Comment tu as pu restituer aussi, de manière aussi réaliste cette ambiance d'Alger et de la terreur qui se déchaîne dans les rues d'Alger à ce moment-là ? Harach, beaucoup plus qu'Alger. En fait, il y a une double phase à ce travail-là. La première, elle est complètement personnelle parce que, en fait, ça a démarré d'un choc que j'ai eu à Hatchkal en allant en 2008 pour le 10e anniversaire. Un reportage que je ne voulais pas faire et que Mélanie, qui est ma compagne et journaliste à Loatan, m'a poussé à le faire et je voulais pas. Et j'avais senti pourquoi je voulais pas le faire
parce que pour moi, Hadj-Kala, c'est un massacre, 1000 morts, et là, il y a des ruines et des tombes. Et là, je reviens là-bas, je vois des survivants, et ça m'avait complètement choqué dans le sens où ils étaient complètement effacés de notre imaginaire. Et à l'intérieur de moi-même, je me disais, tu vis avec tous ces fantômes depuis très longtemps, jamais tu les as affrontés. Et si on revenait aux années 90, peut-être que là, il y a des trucs qui clochent dans ta vie, dans ta manière d'être, etc. Pourquoi je travaillais tant sur les questions des disparus de manière très passionnée au point d'avoir des problèmes avec les autorités. Pourquoi? Voilà, je sentais que j'avais une relation qui n'était pas très normale avec ces années-là. Et donc, j'ai décidé de revenir. Et en revenant, c'était aussi un travail d'enquête et documentaire. C'est-à-dire, je suis revenu sur le Harrach, j'ai compté au mètre près les endroits parce que c'est des souvenirs d'enfance. J'ai recontacté d'anciennes connaissances pour nous remémorer aussi certains détails. Et ce qu'on avait remarqué surtout entre nous, c'est qu'il y avait plein de détails qu'on avait oubliés ou que notre mémoire avait mis de côté. Je pense que c'est une manière à notre inconscient pour pouvoir avancer. Donc il y a eu une tentative de revenir sur ça et aussi de plonger avec des amis, avec des connaissances dans ces années-là aussi. Là, pour rester sur le contexte, moi je te l'ai dit avant le début de cette émission, pour moi le premier personnage de ce roman, c'est Alger Est, et dans Alger Est, c'est El Harrach qui est raconté dans ton roman 1994, sous toutes les coutures, dans les différents quartiers. Il y a la Vigerie, le lycée Aban Ramdan, où dénoue aussi la trame de ton livre. Les autres quartiers, le centre-ville est beaucoup bien raconté, les attentats, le centre téléphonique, la salle de sport, la placette historique avec le monument des morts, Badjarrah, les rives de l'Oued. C'est l'ambiance de ton enfance, c'est l'ambiance de ton adolescence, c'est le décor d'une partie de ta vie. Parce qu'on ne peut pas raconter un lieu aussi passionnément, avec autant de précision, si on ne l'a pas arpenté pendant un moment. D'un côté, c'est l'histoire, c'est mon histoire personnelle, c'est l'histoire de ma famille. C'est des sagas que je voulais reprendre aussi parce que j'avais senti que le Harrach était aussi bien la périphérie d'Alger qu'à la périphérie même du récit autour de nous, et qu'on parlait de cette ville juste comme une ville à problème, une ville où l'USAMH font des problèmes avec la police tout le temps, etc. Donc il y avait ce côté un peu voyou et marginal qui m'intéressait moi personnellement, mais il y avait aussi cette manière de donner corps et de me réapproprier cet endroit que j'avais quitté dans les années fac, parce que je me suis plus installé à Alger Centre et après ailleurs. Donc c'est une manière d'incarner un endroit et de revenir sur l'histoire des sagas familiales, des personnages qui ont été là et ils sont complètement oubliés, que ce soit dans les récits on va dire normaux ou dans les récits de tous les jours. Et je voulais ancrer surtout, parce que c'est un peu la tradition du roman noir, dans un certain territoire périphérique qu'on ne voit pas mais qui est là et qui subit des choses et qui fait des choses aussi. Alors il y a des personnages, il y a un décor, celui de Harrach, je viens de le dire, restitué de manière extrêmement prenante, en particulier pour quelqu'un comme moi qui a fréquenté aussi ce quartier. J'ai passé mon bac à Aban Ramdan, là où s'est passé l'essentiel du récit, où sont sortis ces quatre, on va en parler, jeunes qui prennent un tournant dans le destin de leur vie. Ensuite, tu as quand même raconté une histoire. Il y a une histoire. Et cette histoire-là, il fallait la construire. Évidemment, il y a des éléments de l'époque, etc. Mais c'est un vrai récit. C'est pas toujours le cas quand on lit des romans d'autres auteurs algériens, je dois le dire. Enfin, des romans où il y a peut-être de la belle écriture, de la belle prose, mais pas toujours nécessairement une trame, une intrigue. Dans ton livre, il y a une intrigue qui tient la route. Qui tient la route. Elle te vient d'où, cette intrigue? Toujours pour revenir au genre, moi je prends prétexte le roman policier, le roman noir plutôt, où il y a une enquête, où il y a un meurtre, où il y a un mystère, et tout tourne autour de ça pour essayer de dénouer ça, malgré que on ne peut pas faire une enquête sur un meurtre au milieu du massacre national. Mais moi, ça m'intéresse plus de m'intéresser à une personne pour sortir un peu de l'anonymat de la chose, parce qu'on est passé trop vite, et de fantasmer peut-être quelque part, de dire que sur les 200 000 morts, il y aurait peut-être une enquête par mort. Ça, c'est peut-être un fantasme qu'on partage tous sur les questions de justice et des mémoires. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'est justement raconter quelque chose, parce que justement pour le lecteur, je ne voulais pas le faire perdre. Et d'un autre côté, cette histoire, peut-être qu'elle s'est passée, ou peut-être qu'elle ne s'est pas vraiment passée. On parle de fiction ou d'autofiction. On aurait envie de dire qu'il vaut mieux qu'elle ne se soit pas passée, parce que c'est une histoire dure. Une histoire dure. Je ne sais pas si c'est une histoire dure ou c'est
ou c'est le fait de la regarder aujourd'hui qui est dur? Moi personnellement, elle est glaçante cette histoire. Elle est glaçante, ça a été assez difficile de raconter certaines choses parce que j'ai emprunté aussi à ma vie et à la vie d'amis très, très, très proches. J'ai consulté aussi des gens pour essayer de restituer au plus près le détail de détail parce que je voulais réincarner. Ça, c'était très important. Réincarner ces années qui sont passées de manière un peu... Nordin Azouz, une fois, un ami, je dis comment tu vois les années 90, il m'a dit une nuit. Et j'ai beaucoup aimé cette manière de dire on a plongé dans une obscurité et cette obscurité m'intéresse parce que si on revient pas sur ça, si on réfléchit pas sur ce qui s'est passé à cette période-là, on comprendrait pas beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, qui vont arriver plus tard. Donc oui, il y a une intrigue, il y a l'histoire, parce qu'il y avait des personnages qui agissaient et qui se débattaient dans ce gros piège qui était devenu le Harash à l'époque, et chacun choisit son destin d'une certaine manière. Alors les 4 jeunes dont il s'agit, Amin, Sidali, Naoufel Farouk, eux choisissent aussi leur destin. Ce sont de jeunes lycéens à Ben Ramdan, et ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils n'aiment pas voir tomber des personnes, des attentats qui, de leur point de vue, restent impunis. Ils considèrent que leurs parents, notamment le papa de Amin, qui est le terrible Zoubi Selami, donc officier des services de sécurité, ils considèrent qu'ils ne font pas le job, qu'ils sont défaillants et qu'il va falloir mettre la main à la pâte. Progressivement, ils arrivent à cela. Comment un cheminement comme ça de la pensée de jeunes de l'époque, en 94, peut-il se dérouler? Est-ce que c'est assez vraisemblable que des jeunes lycéens se sentent interpellés au point de jouer un rôle dans cette guerre civile? Parce qu'on a trop parlé de cette guerre civile comme étant un enjeu qui s'est joué entre des pôles, les militaires d'un côté et les islamistes d'un autre, pour schématiser. Et on a oublié les gens qui étaient au milieu. Et les gens qui étaient au milieu ne faisaient pas que subir. Déjà, ils vivaient. Ils essayaient de se projeter dans l'avenir. Ils essayaient d'être des humains et pas des monstres. D'autres ont fait d'autres choix de s'armer ou de réagir. C'est pour ça que moi, je trouve assez... Enfin, c'est difficile pour moi de parler de crédible ou pas crédible, mais c'est des cheminements qui sont complètement possibles dans des situations où on est confronté à une violence qui ou nous paralyse au point qu'on n'a que l'exil ou la folie comme choix, ce qui se passera plus tard pour deux des personnages, ou bien on essaie d'agir même de manière symbolique et complètement inutile quelque part. Mais je pense que des réactions comme ça ont eu lieu et la palette est assez large de toutes ces réactions. Mais le plus important, c'est de sortir de la schématisation du conflit, qui était une schématisation plus politique que parlant des vrais gens qui ont subi ça. Donc les vrais gens qui ont subi ça, donc on en a cité 4, mais il y a aussi les protagonistes principaux que tu viens de citer, les services de sécurité et les terroristes, les islamistes qui ont choisi de prendre les armes. Du côté des forces de sécurité, il y a des personnages très forts dans ton roman que tu as l'air de bien maîtriser, de bien connaître, parce que moi j'ai écouté le grisaillement du talkie-walkie, tellement ça revient dans les déplacements de Zoubi Selami et l'accroche du Kalachnikov dans le 4x4 qui émerge comme ça pour qu'on puisse dégager. C'est restitué de manière extrêmement visuelle. Ce personnage-là, c'est aussi il y a un vécu qui te permet de le restituer avec autant de chair. En fait, je suis parti de personnages qui existent réellement. Bon, les plus connus étant un peu le prototype comme Smaïl Ammari, ce qui m'intéressait beaucoup du point de vue que lui-même avait un terroir réel qui était le Harash, donc quartier populaire, Belfort, etc. Smaïl Ammari, pour les plus jeunes de nos auditeurs, il était le numéro 2 du DRS, du général Tawfiq, et donc responsable du contre-espionnage, personnage haut en couleur qui a négocié notamment la reddition de l'AIS en 97. Et donc il m'intéressait parce qu'il était en même temps dans le côté opérationnel et dans le côté renseignement, et dans ce côté un peu dur de la guerre, parce que lui-même en tant que personnage moi je l'ai approché une seule fois par hasard à l'enterrement de le Khalayat, où j'ai osé discuter avec lui, voilà, parce que c'était une curiosité pour moi en tant que journaliste et en tant que Harachi aussi. Mais je voulais, parce que moi la question des mythes autour de ces personnages-là m'interpelle énormément, parce que je sais qu'ils vivent sur ce mythe-là de manière réelle, et c'est un objet littéraire incroyable aussi, parce qu'ils se construisent eux-mêmes une mythologie interne bâtie sur la paranoïa, sur ce cachet, sur une puissance qui est invisible, etc. Donc même au niveau littéraire, c'est intéressant. Mais même dans l'incarné, ces gens-là qui
qui peuvent être très clivants sur des questions. Tu vois, toi aussi, tu as beaucoup travaillé sur tout ce qui est droits de l'homme, les questions et tout. Voilà, c'est des monstres sanguinaires, assassins, etc., etc. Mais en même temps, c'est des personnes qui ont un passé. Ils ont un passé dans la guerre de libération. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont des familles. Comment cet emboîtement entre l'image et ce qu'ils font réellement ou supposé et le vrai personnage. C'est ça qui m'intéressait à l'intérieur, parce que je voulais sortir justement du mythe et aller vers l'incarné au plus près possible. Alors il y a cet aller-retour avec justement la guerre de libération nationale et peut-être une trappe dans laquelle le roman évite de tomber, mais qui est quand même ouverte devant le récit. Quand on a été un fidèle qui fait des attentats, qui, pour la cause nationale, libération nationale, tue des Européens, notamment en réaction à un attentat spectaculaire de l'OAS à Al-Harraj, que tu racontes très bien. Là aussi, il y a une restitution historique qui est extrêmement intéressante. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un déterminisme qui fait que, quelque part, on peut continuer à le faire à l'ère de l'indépendance et devenir une super barbouze des services de sécurité, au point où on s'entend dire on est un assassin. Et dans le récit, Selami, le terrible colonel du DRS, répond: je ne suis pas un assassin, je travaille pour l'intérêt de mon pays. Je travaille pour le pays. Est-ce qu'il n'y a pas un déterminisme que tu suggères, mais que en même temps tu essaies d'éviter pour dire, bon, il y a l'autre itinéraire, celui de Fès, qui était aussi dans la guerre de libération nationale, qui ne fait pas la même chose à l'indépendance. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y a un déterminisme, en même temps il n'y a pas de déterminisme, parce que les deux ont été dans le même groupe. Il y a aussi Hadj Zoubir, leur chef, qui refuse les honneurs, par exemple, et c'est un personnage qui existe. C'est pas Hadj Zoubir, c'est un autre nom. Ah, Hadj Brahim, pardon. Et tu parles du DL, on revient toujours, chacun ses références après. Hadj Brahim, qui s'appelle en fait Hadj Zoubir, en réalité, mais c'est pas notre Hadj Zoubir là, le défunt, mais qui lui-même était un fidèle al-Harraj, etc., et qui avait cette personnalité incroyable comme étant le chef des fidèles al-Harraj, mais qui juste après la guerre, il a coupé complètement avec l'État. Et moi, ça m'intéressait des itinéraires très différents, parce que chacun a interprété l'indépendance et ce qu'il avait fait à l'onde de sa propre personne. Les gens qui sont engagés dans l'armée, moi dans ma famille j'ai eu beaucoup de gens, et je connais aussi des gens, notamment le personnage qui m'a inspiré, Fès, qui est un personnage réel, qui est le père d'un de mes amis très intimes, qui est complètement traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne supporte pas qu'une porte se ferme brutalement. Il a l'âge de nos grands-pères. Donc voilà, moi, ça m'intéressait beaucoup, cette absence de déterminisme, justement, et de relier les choses à la guerre d'indépendance. C'était pas pour dire que la violence avait une parenté. Ça m'intéresse pas, parce que ça, c'est le discours racial. On aurait pu le comprendre. Ça, c'est le discours racial, colonial et français jusqu'à aujourd'hui, qui dit, voilà, ils sont de toute manière, les Algériens sont violents, terroristes. Enfin, il y a des auteurs algériens qui le laissent entendre. Qui rentrent dans ce on va pas les citer sur ce plateau. Alors il y a aussi un Français qui s'est installé en Algérie, qui est extraordinairement bienveillant à l'égard des Fellaga, entre guillemets des militants du FLN, et qui va garder une relation d'amitié avec Hadj Brahim. Et il y a dans ton roman aussi une description intéressante du milieu corse de Marseille. Tu as vécu à Marseille, tu as l'air de bien le connaître. Qu'est-ce que ça apporte à ton récit d'avoir ajouté cette dimension-là? La complexité des réalités humaines. C'est-à-dire que le Harraj ou les pieds noirs ou les services ou le terrorisme, c'était pas que des intitulés. C'était beaucoup plus complexe à l'intérieur. Il y avait des dynamiques humaines qu'on peut pas dire dans le discours médiatique, dans le discours politique. Mais la littérature permet cette complexité qui peut-être peut nous aider à toucher des réalités humaines qui renseignent beaucoup plus. Bon, on sait tous qu'il y a eu des étrangers qui sont engagés au FLN, etc. Mais ça reste un titre glorieux et bienveillant. Mais si on rentre à l'intérieur, il y a des vraies logiques, il y a une vraie complexité de l'histoire. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'est de sortir justement du manichéisme, même en parlant des pieds noirs, ou de la mafia corse, ou du gars de l'OAS de la mafia corse, qui se retourne et devient et aide aussi les Algériens aussi. Alors, on a parlé des personnages, qui sont passés à l'acte d'une certaine façon, mais à différents niveaux de l'acte. Je ne vais pas déflorer le récit, mais on se rend compte quand même que dans le choix des opérations, de ce qu'il faut faire, il y a toujours un déterminant individuel. Nous, on le disait beaucoup pour les terroristes. Ils ont choisi les cibles, il y avait un règlement de compte familial, il y avait une histoire d'héritage, il y avait une histoire d'amour, etc. Et ça ressort dans ton récit.
Tu veux dire que c'est aussi quelque chose qui a compté dans ce qui s'est passé, des règlements de compte, on va dire des réceptacles de la société qui n'avaient pas été traités autrement et qui vont se libérer quand la violence se libère. Bien sûr, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi, tu sais bien, comme dans les histoires de Rélizen, il y avait des histoires tribales de je ne sais pas combien de dizaines d'années, décennies, et on se les règle sous couvert de terrorisme et antiterrorisme. Mais c'est normal, entre guillemets, pas normal dans une normalité, mais c'est des mécanismes de la vie. L'autre côté aussi, concernant cette histoire d'amour, c'était le fait que pour ces adolescents-là, même aimer normalement n'était plus possible pour eux dans cette période-là. Même pas dans le bois sacré à côté de Abban Ramdan. le Papas, oui. Le Papas, oui. C'est une partie du chantier de la grande mosquée aujourd'hui, oui. C'est assez symbolique d'ailleurs. Mais c'était plus possible. C'est assez symbolique, effectivement. C'est un territoire de la mémoire qui a disparu à cette occasion. Je te sens ému de l'évoquer. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, il y a l'ancienne distillerie de la Vigerie où on fabriquait du vin. Elle sert aussi d'assiette pour la grande mosquée. C'est bien pour le dialogue des cultures aussi. Alors, dans ces personnages, je vais faire une halte parce que c'est très violent, c'est noir, c'est un roman noir. On est pris, quand on rentre dedans, on est pris, je le dis, parce que réellement, j'étais pris dedans. Il y a un personnage qui peut émerger comme étant une sorte de sanctuaire pour tout le monde. C'est cette psychologue Houda qui accueille la mémoire de cette période-là, qui l'écoute et qui essaie de la protéger. Son sort est un peu ambivalent, on ne sait pas à la fin du roman ce qui va devenir d'elle, etc. Cette trajectoire, c'est celle que tu suggères, c'est-à-dire que c'est celle du catharsis, de comment sortir de ce terrible traumatisme, mais en même temps, on n'est pas sûr que ce soit ce qui va arriver, quoi. On lui vole les cassettes d'enregistrement. On lui substitue la mémoire. Et ça, je ne l'ai pas fait exprès pour donner un message sur ça. Je ne voulais pas faire une thèse sur la concorde civile ou autre chose. Ça ne m'intéresse pas dans le livre. Mais quelque part, c'est ça aussi. Parce que je sentais que ça allait aller vers ça. Et que cette mémoire-là, qui était traumatique, et après on rajoute du secret militaire par-dessus, parce que moi-même étant élève officier actif à Cherchel, j'ai vécu cette manière de couper entre la vie civile, la vie militaire, le secret, le culte du secret. Je l'ai subi comme élève officier à l'époque, au début des années 2000. À l'académie de Cherchel. À l'académie interarmes. Et ça m'intéressait beaucoup de voir comment la technocratie militariste, quand elle rencontre la vie des gens, la mémoire des gens, le trauma des gens, devient complètement catastrophique. C'est ce qui s'est passé ici aussi. On a géré la mémoire et le trauma des années 90 de manière technocratique, pour ne pas dire politique, parce que c'était une manière de faire et tout. Mais elle était vraiment au plus profond du traumatisme, parce qu'elle-même, elle était dans les cellules d'écoute des massacres de Raïs de Bentalha. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient complètement valeureux, parce qu'ils n'avaient aucune formation dans le post-trauma. Maintenant, c'est à la mode maintenant en Europe. Et à l'époque, il faisait un travail avec la Forum notamment, exceptionnel et extraordinaire, dont on n'a pas assez rendu hommage, je trouve. Et il travaille sur les enfants surtout. Et ce qu'il me racontait sur les enfants, sur le dessin des enfants, quelque chose qui m'avait traumatisé, complètement traumatisé. Ça me rappelait les dessins des enfants que les pédagogues algériens, au début des années 60, recueillaient dans les camps de réfugiés algériens en Tunisie, et qu'on avait complètement oublié, on a complètement passé à autre chose. Donc il y a toute une mémoire comme ça qui est cumulée, qui est mise de côté, qui est ensevelie. Adel me dit, ça me vient tout de suite là à l'esprit. 2004, c'est pas l'année de décès de Jean Asmaël, c'est l'année de décès de Mohamed Lamari. Je me rappelle plus. Mohamed Lamari est mort un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, des questions de vraisemblance, parce que bon, comme on est, voilà, quand on est dans ce type de récit, on cherche toujours à savoir quel est le détail qui peut ne pas avoir bien fonctionné dans l'intrigue. Est-ce que des informations qui passent par le code de service vers le DRS dans les années 90, dont on ne connaît pas la source, qui permettent d'interpeller ou d'anéantir des terroristes, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver, et est-ce que les services de sécurité à l'époque pouvaient prendre au sérieux ce type d'informations et venir intervenir sur un site, par exemple Badjarrah, à côté de l'Awabit Farouk, pour éliminer un terroriste du quartier? Aucune idée, franchement aucune idée. Moi j'avais imaginé justement un système pour l'intrigue. Et j'avais imaginé cette structure qui préexistait, qui existait quelque part de coordination, mais c'était pas vraiment de la coordination, c'est de la coordination opérationnelle selon les chefs d'unité et les chefs de secteur opérationnel par wilaya et par ville. C'était beaucoup plus complexe que ça. Moi, je voulais schématiser un peu
pour un peu montrer qu'il y avait un léviathan sécuritaire qui était là, qui essayait de se dépêtrer de rentrer dans une logique nouvelle, de s'adapter, parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés au début. Et ça, c'était le côté que je voulais raconter de l'intérieur aussi. Mais là, j'ai pas les renseignements qu'il faut, donc j'avais imaginé des choses qui étonnaient d'autres parce qu'ils me disent tu es un véritable expert de ça, etc. Alors que c'était des vraisemblances, beaucoup plus. Mais connaissant moi ce que j'avais, la petite expérience des années 90, c'était le Capharnaüm complet. C'était le Capharnaüm complet. D'un point de vue alors opérationnel, après il y a moi ce que je considère comme étant peut-être ce qu'il y a de plus passionnant dans ce roman, c'est quand même l'univers du fonctionnement des services de sécurité. Le commissariat de police est très bien décrit. Il y a une interpellation d'un des quatre où il passe un moment, on se rend compte qu'il est le fils d'un ponte des services de sécurité, donc il va ressortir. Mais le moment qu'il passe dans le commissariat d'un des quartiers de l'Harrach, je crois que c'était Badjarah, la montagne, c'est très réaliste. On a le sentiment d'être dedans et ça ressemble un peu à ce qui se passait à l'époque. Ça, c'est un vrai moment fort. Ensuite, il y a la description du fonctionnement de l'état-major du contre-espionnage, avec ce fameux yacht qui est dans la baie d'Alger, avec les deux plus grands chefs que sont Structure et Sanctuaire Moribond, qui suivent, qui pilotent, qui sont dans une paranoïa affreuse. Et c'est le mot que je veux retenir le plus. Est-ce qu'il y avait autant de paranoïa dans les services de sécurité à l'époque? Parce qu'on ne ressent que ça. La rivalité qu'il y a entre Zubair Salami et l'autre personnage clé de ce roman, Aybak, qui était, tu me l'as rappelé au début de cette émission, avant le début de cette émission, que c'était un personnage déjà de ton premier roman sur ces années-là. Est-ce que c'était comme ça réellement? Parce qu'on se dit, c'est pas possible, cette guerre-là, elle a généré des fous, y compris à la tête du contre-espionnage. Déjà, l'univers des espions m'intéresse énormément, même de manière personnelle, parce que même quand j'étais gamin au lycée, j'écrivais des petites nouvelles d'espionnage comme ça. J'adorais ça, j'adorais cet univers. Et ce côté un peu paranoïaque m'intéressait énormément parce que ça pousse les gens à construire de telles constructions mythiques autour d'eux, de faux semblants, qui existent notamment dans la structure militaire même actuelle, parce que les mecs ils pensent qu'ils sont toujours au MAC, il y a même en 2018, les pauvres. Donc ils sont dans ces constructions. Et moi ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'ouvrir l'imaginaire, de raconter des choses invraisemblables. La paranoïa qui les pousse à s'installer dans un yacht au fin fond de la baie d'Alger, non pas de peur des terroristes, mais parce que des peurs d'autres coups de leur propre état-major. C'était un sentiment qui est naturel presque chez les services. C'est normal, c'est faire attention à tout, etc. Mais moi je voulais pousser le bouchon un peu plus loin parce que c'est aussi un roman, parce que c'est aussi une fiction, et ça participait un peu à poser cette atmosphère complètement folle d'une vision comme ça lointaine où on voit une gestion de la guerre. Et ce qui m'intéressait moi, c'est cette idée de la gestion de la guerre. Et en fait, on se rend compte qu'il ne gérait absolument rien, qu'il y avait des logiques et des dynamiques qui étaient très personnelles, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Une histoire d'amour peut déboucher sur complètement autre chose. Et cela était très très loin de l'imagination même et des techniques même de ces gens qui tenaient absolument chaque talkie-walkie qui grisait Alger avait un écho chez eux. Donc toute cette complexité m'intéressait. C'est pour ça que j'ai pris y compris la naïveté des adolescents ou la paranoïa des chefs sécuritaires pour la pousser au maximum et imaginer une histoire autour de ça aussi. Le commissariat de Châteauneuf, c'était réellement l'état-major des opérations à Alger. Moi, je suis d'Elbiar et je ne savais pas que c'était aussi important. Il paraît que moi, je l'ai imaginé à peu près, jamais été à l'intérieur. Je n'ai pas fait de manif là-bas. Je connais d'autres commissariats. Mais je crois que c'était un des postes du CPO. Parce qu'il y avait un vrai CPO de coordination. Et puis on voit la détestation qui existait chez les militaires, vis-à-vis des policiers. Il y a un mépris. Un mépris qui est très bien raconté dans ce roman et qui reflète, à mon avis, une certaine réalité. Oui, c'est une réalité qui n'est pas propre à l'Algérie. C'est-à-dire même ailleurs en France, l'état-major déteste la police. Voilà, c'est parce que la police, elle est trop civile, elle se réveille pas assez tôt, ils fréquentent trop les civils, ils sont trop corruptibles, etc. Donc il y a toujours ce côté, une hiérarchisation. Il y a, on va dire, tout en haut, il y a les services, après il y a la gendarmerie, après il y a les bidas, et tout en bas, il y a la police et les pompiers. Donc voilà, c'est un peu la structure. Oui, oui. Alors, le roman refuse, évidemment, c'est un roman, il reste extrêmement neutre par rapport aux actions des uns et des autres. Les personnages sont racontés dans leur complexité, ils peuvent être efficaces, comme Salami, ils peuvent être terrifiants, le même personnage, il peut être protecteur, mais en même temps producteur de chaos. C'est le cas des jeunes aussi, qui
pensent aller d'un bon sentiment mais qui deviennent un problème. On a un point d'interrogation sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que les gens qu'ils ont ciblés méritaient la mort ou pas? On ne le sait pas, ça reste ouvert, c'est intéressant. Donc Adnan me dit, tu ne veux pas te prononcer sur ce type d'action. Les Algériens ont peut-être bien fait de prendre des armes pour se protéger, dans les villages notamment, j'imagine. Mais en même temps, c'est une logique. On sent bien que le monopole de la violence, dès qu'il est perdu par l'État, ça peut poser un problème. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, moi je voulais pas me positionner comme je me positionnais comme journaliste. Et même quand j'étais journaliste, je me rappelle une fois, on a eu une discussion très animée, toi et moi, il y a quelques années, quand j'ai fait parler Fergan, où tu m'as dit comment tu as pu parler à Fergan. On peut rappeler toujours à nos amis auditeurs, Fergan qui était à la tête de la milice arélisienne, responsable au moins de 220 cas de disparition forcée, plus ou moins reconnus depuis. Voilà, oui. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait déjà dans le cas de Fergan, d'aller lui parler, c'était le contrat, était qu'on parle cash. Ça veut dire, moi, je lui ai sorti une liste, il me répondait, il m'insultait, on se calmait, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait plus, c'est d'essayer d'arriver, déjà dans mon travail de journaliste, d'essayer de sortir dans d'une posture, on va dire, d'opposition, de manichéisme qui est assez fort, parce qu'appartenant à une certaine famille idéologique, les journaux, etc., on est dans ce positionnement anti-intégriste, etc. Mais je me posais toujours la question, est-ce que ce positionnement ne nous aveugle pas sur autre chose qui est peut-être beaucoup plus important? Donc ça, déjà, c'est un questionnement que je portais avant. Je m'intéressais beaucoup à la question des disparus, avec d'autres collègues, même très courageux, comme Faisal Mtaoui ou d'autres bien avant moi. On a apporté quand même au niveau de la presse qui était plus éradicatrice plutôt, ces questionnements-là, et c'est une grande victoire pour la cause, même si c'est toujours à défendre, etc. Mais moi, dans le roman, ce qui m'intéressait, c'était pas de trouver une explication ou une justification à ce que les gens font. Moi, la question qui me posait, c'est confronté à la violence, qu'est-ce qu'on fait? Surtout en prenant en poussant le curseur vers cet âge-là où on a toute une génération qui est aujourd'hui une génération complètement paumée, perdue, qui ne sait plus où elle était, qui sent un peu qu'elle est une génération perdue ou sacrifiée, si je parle de la mienne, et de se dire à l'époque, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il y a Montalbán qui dit toujours, après la guerre civile espagnole, on avait 3 choix. On avait la mort, l'exil ou la folie. Et quelque part, c'était ça qui a... Je ris parce que ça répond à la question que j'allais te poser. Est-ce que après, quand on a été lycéen à Ben Ramdan en 94, est-ce que le choix qui reste, c'est de devenir Adnan Mehdi, donc de sublimer ce traumatisme dans l'écriture et dans ton métier, ou devenir comme Amin, je dévoile pas, mais devenir fou, ou devenir comme Sidi Ali, un exilé, condamné au repentir éternel dans l'exil? Est-ce que c'est les seules possibilités? Non, il y a beaucoup d'autres possibilités. J'ai schématisé les grandes possibilités parce que chacun s'exile aussi à sa manière, et d'autres. Je connais moi des amis qui sont exilés. Je connais beaucoup qui n'arrivent pas à se marier, par exemple. Il y a des itinéraires comme ça d'accidents de la vie, des gens accidentés qui c'est pas spectaculaire comme accident, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé depuis cette période-là, parce que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été. J'ai eu beaucoup de dialogues et discussions avec les amis du lycée de l'époque, et souvent je tombe sur des cas où vraiment il y a de l'extrême. Il y a quelqu'un qui a quitté toute une ville, il y a d'autres qui s'est marié 2-3 fois. Bon, ça peut être pour d'autres raisons, mais on a ce côté-là où on se pose vraiment la question de se dire qu'est-ce que cette saloperie de guerre m'a fait à l'intérieur et que j'ai pas vu en fait. Oui. Adnan Mehdi, il y a de plus en plus d'œuvres esthétiques de toutes sortes, cinématographiques, romanesques, etc., qui reviennent dans l'univers temporel et factuel et celui de la guerre civile algérienne, les années 90. Ce roman, il s'inscrit en plein dedans. Moi, je considère qu'il est extrêmement important. Il nous reconstitue un univers qui est enfui et qui est exhumé grâce à ce travail, mais il est aussi très visuel. Moi, je verrais très bien qu'il fasse le scénario d'un film. Est-ce que toi, tu l'envisages aussi comme ça? On en parlait tout à l'heure. Moi, c'est plutôt La prière du mort que je verrais plus en film, parce que c'est 3 jours, c'est Alger, c'est une poursuite, c'est une course-poursuite d'environ 72 heures entre un policier à la retraite et les services qui veulent sa peau, et lui, il cherche un disparu. Donc, il y a une triangulation comme ça qui se passe, et ça se passe pas bien pour aucun des trois. Aucun des trois, on t'a proposé, on te l'a pas proposé? Non, pour le moment, non, jamais. Ni 94 aussi, pour blaguer, je
passé un ami qui est dans le cinéma, et voilà, je lui ai dit les droits, voilà, c'est pour acheter un 4x4 ou un truc comme ça, pour arrêter le journalisme en moi. Mais et qui tu verrais dans le casting pour Kahina? Très bonne question. Adel Mehdi, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité pour 1994. Merci Tadé. Édité aux éditions Balzac. Merci.